en m'intéressant en fait à MyCorn, je suis tombé sur Sarah Marquis. Donc Sarah Marquis, c'est qui? C'est une Suisse qui donne un peu dans le MyCorn, je dirais, sauf qu'elle a fait... c'est un autre genre de voiture. Mike Horn, lui, par exemple, fait des bouts à vélo, fait des bouts à pied avec un sac à dos, fait des bouts en cerf-volant, en genre de kite, comme en Antarctique. Et elle voyage avec un sac à dos puis une espèce de charrette. Donc, dans le fond, elle pousse une charrette. Et puis, je suis tombé sur ce livre-là qui s'appelle Sauvage par nature, sous-titré De la Sibérie en Australie. 3 ans, de la Sibérie à l'Australie, 3 ans de marche extrême en solitaire. Donc, c'est 3 ans, précisément 1000 jours et 1000 nuits, qu'elle traverse. En fait, le but, c'était de traverser ce qu'on appelle le continent austral. Donc, dans le fond, c'est justement de toute cette partie-là qui va du sud de la Sibérie, c'est-à-dire le début de la Mongolie jusqu'à l'Australie. C'est un livre qui est fascinant. C'est une aventure que j'ai trouvée très, très, très particulière. On sent que par moments, c'est vraiment la solitude extrême. Mais en même temps, elle est comme attirée un peu par cette histoire-là. Et puis, donc, l'expédition, c'est quoi? C'est 6 pays à traverser. Des terrains assez divers, du chaud, du froid, de la neige, des déserts. Donc, un périple incroyable, un périple dangereux, un périple où elle va être confrontée à différentes cultures, à différentes... Ça, c'est un truc qui est intéressant dans le livre. À un moment donné, quand elle arrive en Australie, ça, c'est vers la fin du livre, elle dit « Je réalise pour la première fois que j'appartiens, elle appelle ça, elle dit à cette ethnie qu'on appelle les Caucasiens. » C'est-à-dire que elle réalise que tout en étant à l'autre bout du monde, elle a traversé la Mongolie, la Chine, le Laos, la Thaïlande. Là, maintenant, elle est en Australie. Et puis, elle réalise qu'en arrivant en Australie, même si c'est à l'autre bout du monde, elle a l'impression, à quelque part, d'être chez elle, pareil. Parce que c'est la culture européenne, à quelque part, qui s'est rendue là, alors que partout ailleurs où elle est passée, elle est complètement dépaysée. C'est complètement disjoncté ce qu'elle va voir. Là, elle raconte d'ailleurs en Mongolie, je ne veux pas trop empiéter sur ce que je raconte plus tard, mais elle raconte par exemple que là-bas, les hommes ont comme des espèces de coutumes étranges. Ils lèvent leur chandail puis ils montent leur ventre aux femmes quand ils les voient. Il y en a d'autres qui urinent par terre à côté des autres. C'est comme une manière de communiquer. Bref, en fait, on comprend un peu pourquoi les gens qui font ce genre d'aventure-là le font. Non seulement c'est une espèce de quête de liberté, une espèce de quête pour se connaître soi-même, mais en même temps, c'est assez incroyable comment on est mis face à d'autres cultures, puis face à des comportements qu'on penserait jamais voir. Donc, dans le début du livre, elle parle un peu de sa préparation. Hein. Elle a besoin de cartes pour savoir un peu où elle s'en va. Puis elle décide de prendre des cartes physiques parce que les cartes digitales, vous voyez qu'à un certain moment dans le livre, on comprend qu'elle fait bien parce que maintenant, elle se fait voler son téléphone. Tout ce qui est électronique dans ce coin-là du monde, la seule affaire qu'elle va amener, c'est un téléphone satellite. Parce que, bon, compliqué de recharger, compliqué de ci, compliqué que ça, faut pas que ça prenne l'eau, faut pas que ça fasse XY chose, tandis qu'une bonne vieille carte dans un sac en plastique, ça fait quand même la job. Elle avoue un peu dans le livre qu'elle s'est moins préparée qu'elle le pensait parce que le gros de son ouvrage, ça a été vraiment de chercher des gens qui acceptaient de sponsoriser ses aventures. Donc, dans le fond, un peu comme Mike Horn, qu'à un moment donné, Nestlé veut y faire sa bouffe qu'il mange. D'ailleurs, ça va être une différence majeure entre elle et Mike Horn. Mike Horn mange comme un cheval tout le temps, des dizaines de milliers de protéines, des dizaines de milliers de calories par jour, alors qu'elle, ça va être un peu un struggle tout le long de cette aventure-là, l'accès à la nourriture. Elle est dans des endroits du monde où l'accès à la nourriture, puis est assez restreinte, puis en plus, comme elle veut voyager le plus léger possible, elle traîne assez peu de nourriture, donc il va y avoir plusieurs points de ravitaillement, mais tout ça est quand même assez aléatoire. À un moment donné, elle n'a plus de bouffe du tout. Il y a des gens qui vont y en donner. En plus, elle est végétarienne, donc elle mange pas de viande. Imaginez, vous êtes en Mongolie, vous êtes végétarien, c'est quand même assez particulier, là.
de ce côté-là. Elle explique que dans son minding, avant de partir, il faut que tu te mettes vraiment, quand tu fais ce genre d'expédition-là, dans une espèce de mode où il n'y a aucune négativité qui est possible. Tu dois toujours être dans l'optique de j'ai un objectif à atteindre, il faut que j'atteigne absolument cet objectif-là, je vais passer par tel point. Puis tu peux pas commencer ce genre de truc-là, puis le premier jour te dire « Oh mon Dieu, j'y arriverai jamais » parce que tu y arriveras jamais. C'est un peu ça, moi, qui m'impressionne avec les gens qui font ce type d'aventure-là. C'est le courage, la détermination. En fait, ils, ils vont de l'avant. En fait, tu lis ça, puis après 3 pages, tu te dis, moi, j'aurais abandonné là. Même quand j'étais vers la fin du livre, à un moment donné, en Australie, il y a des serpents, puis il y a toutes sortes de cristis de lézards, puis patente dégueulasse, tu te dis, il me semble que moi, je serais arrivé là. Si j'ai pas abandonné avant, là, c'est clair que je m'en vais parce que moi, je dormirais pas sur le bord de la plage puis il y a un boa constrictor qui va rentrer dans ma tente. C'est sûr que ça arrivera pas, mais c'est comme... ces gens-là, ils sont comme hantés par un espèce d'objectif. C'est comme une... Tu sais, puis... Elle dit à peu près la même chose que Mike Horn. En fait, Mike Horn, à un moment donné, il y a quelqu'un qui pose cette question-là. Tu sais, pourquoi tu marches pour faire ça? Pourquoi tu fais ces expéditions-là? Puis personne ne le sait, en fait. Elle aussi, tout le long de son livre, on voit qu'elle a un rapport assez particulier avec les autres êtres humains. Elle cherche tout le temps la solitude. Tu sais, elle est comme dans un rapport conflictuel où, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça à l'intérieur de vous. Vous faites une soirée, vous allez à une soirée, vous êtes invité chez des amis, puis vous avez du plaisir quand vous êtes là. C'est le fun, vous jasez, vous êtes heureux, vous parlez avec des gens, vous partagez un verre, vous parlez de musique, de je sais pas quoi. Mais un coup rendu chez vous, vous passez la réflexion suivante, vous vous dites, c'était le fun tantôt, hein? Mais Christy, que je suis bien quand je suis chez moi. Je suis bien dans la quiétude de chez nous, tu sais. Ou quand tu reviens d'un voyage, puis tu te dis, hey, c'était vraiment le fun d'aller voir les pyramides au Mexique, ou c'était tellement le fun d'aller à tel endroit. J'ai vécu plein de gens. Mais rendu chez moi, j'étais vraiment content de revenir chez moi. Donc, il y a une espèce de rapport contradictoire là-dedans entre toujours marcher, être là-dedans, puis tu as le goût d'arriver au bout de l'objectif parce que tu es fatigué, parce que tu n'es plus capable, parce qu'à un moment donné, c'est compliqué, parce que tu souffres, mais en même temps, c'est comme si tu ne veux pas non plus que ça se termine parce que c'est extrêmement... les conditions, en fait, sont extrêmement violentes dans ce bout-là du monde. Puis en même temps, tu as faim, tu as soif, tu as froid, tu as chaud. Tous des trucs que tu peux éviter quand tu es dans le confort de ton domicile. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est la Mongolie. Donc... elle dit là-dedans, hein, si jamais vous tentez ce genre d'expérience-là, je sais même faire, je sais pas moi, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est bien de commencer. Elle a dit, tout voyage commence par l'apprentissage de la culture et de l'histoire de son pays. Donc, elle dit, j'essaie d'apprendre le nom des lieux où je sais que je vais avoir besoin. Elle dit, je pratique la prononciation. Puis, j'essaie de me faire un peu à cette idée-là de maîtriser certains mots puis d'apprendre certains rudiments de la langue. Puis, si je sais que dans tel village, je vais devoir passer, j'essaie d'apprendre un peu à l'avance où va être, je sais pas moi, si c'est dans un endroit qui a une genre de chapelle, je vais essayer de savoir ce mot-là dans la langue d'origine pour être capable de s'orienter parce que je vous annonce que quand vous allez en Mongolie, les gens parlent ni français ni anglais. Donc, il faut que tu apprennes à te faire comprendre par les mimiques, par la communication, de communiquer par les gestes, puis par certains mots rudimentaires. Parlant de mots rudimentaires, elle explique que le mongol est une langue qui fait peur. Hein. C'est quand tu n'es pas familiarisé à ça, ça sonne violent, un peu comme l'allemand, puis il faut être prêt. Elle a dit qu'à un moment donné, quand elle arrive au début, puis elle entend 2 hommes parler ensemble, elle est sûre que ça va mener à presque il y en a un qui va poignarder l'autre. Finalement, ils font juste parler. Puis les gens avec qui elle discute après de ça, parce qu'elle raconte un peu que des fois, elle communique avec des gens qui sont en Suisse pour les tenir au courant de l'avancement, puis elle a une interprète qu'elle peut contacter en cas d'urgence là, pour être capable de se démerder un peu. Puis cette interprète-là arrive, elle dit oui, effectivement, elle dit la langue mongole, c'est une langue qui peut faire peur quand on n'est pas habitué.
Elle dit, elle parle un peu de ce que je vous ai raconté tout à l'heure, que les coutumes là-bas sont complètement dépaysantes. Les hommes, quand ils voient des femmes, ils sortent la graine puis ils pissent à terre. Puis là, elle dit, dans le début du livre, je ne peux que rougir en pensant à la quantité de pénis que j'ai pu observer. Mais elle dit, ça nous amène à la règle numéro 1 du voyage, ne pas juger. En tout cas, essayez de ne pas le faire. Elle dit, si je ne comprends pas quelque chose, je ne dois pas la condamner, même si c'est difficile. 3 petits points. C'est vraiment ça, c'est que tu arrives dans un endroit comme ça à l'autre bout du pays. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant de ce livre-là, c'est que j'ai appris que, en fait, je ne sais pas pourquoi, je m'imaginais que la Mongolie, c'était un pays. Je m'imaginais ça un peu comme la Chine, dans le sens que j'y visualisais des grandes villes. Il y en a quelques-unes, là, en fait, une ou deux. Là. Mais j'imaginais un endroit, je voyais ça comme assez pauvre, assez. Pas aussi développé qu'un pays d'Europe ou un pays d'Amérique du Nord, mais je m'imaginais pas ça comme elle le raconte. Un pays où des gens vivent, beaucoup de gens vivent de nomadisme là-bas, vivent dans des tentes, se promènent sur des chevaux. C'est un pays qui vit dans des conditions qu'on n'est pas habitué de voir, qu'on n'a jamais vues, ou en tout cas qui préexistaient dans notre civilisation, si on peut dire, il y a assez longtemps. Elle dit d'ailleurs, la Mongolie, c'est un pays dangereux. Hein. Elle dit, ma sécurité est menacée 7 jours sur 7. Je peux attraper l'hépatite, le typhus, l'encéphalite japonaise ou encore même la tuberculose. Puis c'est drôle parce que dans le livre, elle parle qu'elle dit, ouais, elle dit, je suis parti, puis je me suis fait donner le vaccin de la tétanos, puis j'ai... Elle dit, je me suis fait donner le vaccin contre la rage, mais j'ai pas eu le temps d'aller chercher toutes les doses, donc j'espère que je me ferai pas mordre par un chien ou par un autre animal sauvage là-bas. Donc tu vois un peu le genre de danger auquel tu t'exposes quand tu vas là-bas. Elle dit, comme je l'ai dit, elle est un petit peu comme Mike Horn. Elle dit, la grande question que tout le monde me pose, c'est pourquoi marches-tu? Elle dit, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. C'est comme plus fort que moi, c'est un appel, En fait, c'est comme les gens qui, je sais pas, moi, se destinent à des vocations X, Y, Z, deviennent, je sais pas, moi, frère ou curé ou je sais pas. On n'a pas toujours de raison au pourquoi du comment on fait ces choses-là. En fait, on le sait pas toujours. Donc, la Mongolie, hein, c'est 3 fois la France en termes de superficie, mais il y a à peine 2 millions de personnes. Pays où il y a, de ces 2 millions de personnes-là, donc très grand pays, très peu peuplé, de ces 2 millions de personnes-là, il y en a une très grosse partie, c'est pas loin de 500 000 personnes, je pense, vivent de nomadisme ou en tout cas de semi-nomadisme, c'est-à-dire qu'ils restent à un endroit une partie de l'année, et après ça, ils se promènent à un autre endroit. Elle va partir de Subatar pour se rendre jusqu'à Elginkol, donc du nord vers le sud. Là, les prononciations, là, ne m'en voulez pas trop. Là. Comme je l'ai dit, le stock est dans une espèce de charrette qui pousse, on dirait un peu une poussette là, pour enfants, là, avec des grosses roues. Elle a de la bouffe pour plusieurs semaines là-dedans. Elle a 20 litres d'eau, ce qui est très peu. Là. Ça pèse à peu près 50 kg, puis elle a un sac de 17 kg. Donc 67 kg à traîner, c'est quand même beaucoup. C'est plus de 100 livres. Donc, elle explique que c'est pas mal le maximum qu'elle peut traîner sans être complètement fatiguée, là, puis brûlée, puis plus capable de monter ça dans des côtes ou whatever. Elle est mis un peu devant le fait aussi que les Mongols là-bas sont des animistes. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui voient un peu. Comme l'animisme, c'est comme s'il y a du mysticisme ou je dirais de l'énergie dans toutes les choses qui nous entourent. Là. Donc, il y a pas de Dieu, il n'y a pas il y a pas de Jésus, il n'y a pas de rien de ça. C'est qu'il y a du surnaturel, il y a du mystique dans toutes les choses. Donc, les choses ont une roche peut avoir une conscience, par exemple. Donc, l'animisme, c'est des croyances qu'il y avait dans le Moyen-Orient, puis dans où ce qui est Israël aujourd'hui, mais il y a très longtemps. Donc, la Mongolie, il y a encore des gens qui sont animistes là-bas, pour ne pas dire une bonne partie de la population. Tout le long de son chemin, elle va rencontrer des gens qui font des rituels. Comme par exemple, à un moment donné, il y a des gens qui arrivent en chevaux, ils font le tour d'elle 3 fois, puis ça, c'est pour la bénir. Donc, si vous ne savez pas ce genre de choses-là, ça peut quand même être assez angoissant. Ouais, j'étais allé en Mongolie, il y avait 3 hommes masqués qui tournaient autour de moi en cheval. C'est
quand même, ça peut quand même être assez troublant. Mais en fait, ce sont des rituels. Euh, Autre chose aussi à faire en voyage. Ne jamais refuser ce que les gens vous offrent. Elle raconte qu'à un moment donné, il y a un homme qui l'invite à boire un bon thé. Et elle se rend compte que le thé est fait avec du lait de jument. C'est là qu'elle n'est pas trop sûre qu'elle a envie d'en boire. Et à un moment donné, la mère de famille se met tout nue puis elle avance vers elle. Là, c'est là qu'elle se sauve. Et la famille est complètement insultée. Ils sortent de la tente, ils courent après, ils veulent y lancer des roches. Donc, c'est c'est tout un univers, en fait. Moi, ça m'a un peu frappé dans ce livre-là de voir comment c'est un monde parallèle. Hein. Les gens sont nomades, ils font cavale la nuit. Elle est complètement perturbée, même si elle s'était un peu préparée à ça. Elle essaie de dormir la nuit dans tous les endroits où elle arrête. Elle entend souvent des chants la nuit, des gens qui sont en cavale, en cheval. Donc, c'est assez particulier. La Mongolie va se séparer en plusieurs sections. Et je pense que c'est vraiment le bout de son récit qui l'a marqué le plus, parce que je dirais que presque la moitié du livre, en fait, ça se trouve à parler de la Mongolie dans tous les endroits qu'elle a traversés. Même si c'est peut-être pas la place qui a pris le plus de temps, mais je pense que c'est le début du voyage. Même au début du voyage, elle raconte que, comme je vous ai dit, elle s'était pas préparée. Elle s'était préparée physiquement, mais pas assez. Puis là, ben, à un moment donné, elle a de la misère. Parce que ça aussi, l'affaire que je savais pas, c'est que dans ma tête, la Mongolie, c'est au nord de la Chine, c'est au rapport aux frontières de la Sibérie. Je me suis dit, il va faire froid. Mais elle raconte que quand elle arrive, il fait énormément chaud. On atteint 40 degrés au mercure. Première journée, elle se tape un coup de chaleur. Là, ça ne file pas du tout, mais finalement, elle finit un peu par s'habituer. Jusqu'à temps qu'elle arrive en Mongolie centrale, donc vers le centre, à peu près à la moitié du pays. Elle va rentrer par un petit village par le nord, et là encore, il fait chaud. L'eau est difficile à trouver. D'ailleurs, dans le livre, elle raconte un peu des techniques, comment aller chercher de l'eau quand on est seul dans le bois. Ça peut quand même être intéressant quand tu vois quand tu vois quelque chose qui ressemble à être une ancienne rivière, tu trouves un coin, tu creuses dedans. Là, bref, elle explique tout ça. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne me rappelle plus de tout là, de ce qu'elle raconte là-dedans, mais tu vois que c'est pas de la bullshit là, ce qui est raconté là-dedans. Elle explique vraiment comment elle survivait dans ces places-là, comment elle a dû même chasser, même si elle était végétarienne à un moment donné, dans le manque de nourriture extrême fait qu'à un moment donné, tu vas manger un serpent s'il faut. Là. C'est la réalité, c'est elle. Ça, c'est drôle. Elle s'était fait dire par un ami qu'en Mongolie, puisque la Mongolie étant un ancien satellite de l'URSS, il y a des toilettes publiques. Donc, tu arrives à un moment donné des toilettes, il y a un genre de fossé puis un marteau, et tu peux aller là-dedans te laver. Apparemment que c'est totalement dégueulasse. Et donc, à un moment donné, elle réussit à en trouver une, mais elle est barrée. Donc, là, elle se promène un petit peu plus loin de là, il y a un bar. Il n'y a que des bouteilles de vodka dans le bar. Donc là, elle dit, est-ce qu'il y a de l'eau quelque part? La fille arrive. Personne n'y donne de l'eau. Là, il y a deux hommes qui veulent y voler son stock. Donc, c'est tout le temps des affaires de même qui arrivent. Il y a deux gars qui partent avec son stock. Elle le court après, ils laissent tomber le stock. Il y a tout le temps un peu... Tu sais, en même temps qu'elle rencontre des gens gentils qui vont l'aider, en même temps que tu te dis comment elle a pu passer 3 ans où on dirait qu'il y a toujours quelqu'un qui veut l'arnaquer, qui veut y voler ses trucs. Finalement, après que les deux hommes aient voulu voler ces trucs, il y en a un autre qui arrive qui dit je sais où trouver de l'eau. Elle en offre, il lui en offre, donc elle reprend son chemin et elle continue. Elle continue sa route. Souvent, les journées sont longues, sont épuisantes. À un autre moment, elle va passer près d'un champ où il y a des chèvres. Et puis là, elle allume. C'est vrai, dans ces genres de champs-là, les Mongols font garder le bétail par des mastifs, donc dans le fond, des chiens de garde qui sont assez agressifs et qui sont là pour protéger des voleurs. Elle raconte qu'elle a failli crever, déchiquetée par les 5 chiens qui finalement se protégeaient avec le chariot quand ils voulaient l'attaquer, jusqu'à temps que finalement, il y ait un gars à cheval qui arrive et qui chasse les chiens. Et là, finalement, à un moment donné, elle est assez sous le choc, là, quelquefois, de ce genre d'attaque-là, puis de trucs qui se passent. À un moment donné, elle dort en dessous d'un pont de bois pour justement se cacher des gens qui, quand ils voient des tentes, surtout, qui ont de l'air à des trucs qu'ils ne sont pas habitués de voir, là,
dans le sens de la technologie, là, ils vont voir, à un moment donné, il y a même quelqu'un qui rentre dans sa tente en plein milieu de la nuit, puis comme, qu'est-ce que vous faites là? Je sais pas, vous êtes qui sortait de ma tente? Puis même les enfants aussi ont des comportements étranges. Sur ça, c'est surtout en Chine. On raconte qu'en Chine, les enfants tournent autour de ces affaires, la suivent pendant des kilomètres. C'est vraiment dépaysant, là, ce genre de... Ça me surprend pas que ce soit dépaysant quand on voit le parcours qu'elle a fait, mais quand même. À un moment donné, il y a un homme qu'elle croise qui dit ouais, là, t'es vraiment pas dans le bon temps de l'année, la météo est vraiment imprévisible. Elle dit ah, ok, ben merci. Et finalement, il avait raison parce que quelques jours après, sa tente est ensevelie partiellement par la boue qui coule de la montagne. Donc, il y a tellement d'eau qui coule que ça fait un genre de glissement de terrain. Puis elle a failli crever en dessous de la tente qui est enterrée par la boue, mais elle se réveille avant. Et là, il y a des gens qui l'aident. À un moment donné, les gens qui l'aident l'invitent à leur campement, puis là, à un moment donné, elle voit qu'il y a une femme qui lave les trucs qui ont été remplis de boue seule, puis les hommes qui sont autour la regardent, puis ils font rien. Puis là, elle est comme un peu indignée. Elle dit, mais aidez-la quelque chose. Puis là, il y a quelqu'un qui croit comprendre que ce que la personne y explique, c'est que en Mongolie, les femmes gèrent tout ce qui a rapport à l'intérieur de la maison. Donc là, il y a de la boue qui est rentrée jusqu'à l'intérieur. C'est à elle de nettoyer. L'homme gère l'extérieur. Donc, si ça avait été à l'extérieur, c'est elle qui n'aurait rien fait. Donc, c'est tous des codes culturels comme ça. Puis elle se le répète souvent dans le livre. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas voir ce qu'on voit chez nous comme anormal, comme étant anormal ou normal ailleurs. On ne le sait pas, en fait. On ne sait pas comment les gens vivent. On ne comprend pas nécessairement quelle est leur façon de voir les choses. Elle va passer après ça 3 jours avec un gars qui parle français qu'elle va rencontrer un peu au milieu de nulle part. Et là, la région est complètement inondée à cause de la météo, justement, qui est arrivée, qu'il y a une grosse tempête. Puis là, elle va séjourner pendant quelques jours dans un motel, dans un village qui est pas loin parce qu'elle doit attendre du matériel de rechange qui va y être envoyé par elle a une équipe là, en fait, qui s'occupe de la réapprovisionner. Donc, chaque jour, il y a un danger qui la guette. Elle sait un peu que sur son passage, il y a toujours quelqu'un qui soit va vouloir lui nuire, soit va vouloir l'aider. C'est juste une question de chance ou une question de temps avant que une de ces choses-là arrive. À un moment donné, être au milieu d'un orage électrique, les éclairs tombent pas loin d'elle, puis finalement, elle tombe sur un coin de nomades qui ont installé des yourtes là, puis finalement, on y accepte de l'accueillir, donc finalement, elle se sauve, elle serait peut-être morte électrocutée dans l'orage électrique. Juste avant d'arriver dans le désert à Calcorine, elle va occuper une yourte pendant quelques jours justement pour récupérer. Elle raconte qu'elle fait 24 heures de sommeil en ligne et c'est sa première douche depuis des semaines. Ça aussi dans le livre, là, c'est un bout, moi, qui me... À chaque fois que je lis des passages là-dessus, je me dis l'hygiène de... Tu sais, à la limite, Mike Horn, dans le pôle Nord, tu te dis, bon, OK, il fait moins 40, moins 50, tu dois pas énormément suer de l'arrêt, là. Mais quand tu fais ce genre d'expédition-là, ça doit être... Je suis désolé, j'espère que vous ne mangez pas, là. Mais à un moment donné, elle raconte ça, là, qu'elle est dans une espèce de toilette publique. Puis là, c'est sa première douche, justement, depuis des semaines. Puis là, elle dit, normalement, il faut se laver 6-7 fois pour enlever toutes les couches de sueur qui sont accumulées une par-dessus l'autre. Toute l'espèce de... Tu sais, tu passes tes doigts, puis ça colle en dessous de tes doigts, là. Donc, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais t'as pas le choix. T'es en cavale en plein milieu du désert ou peu importe, évidemment qu'il n'y a pas une douche à portée de main. Parlant de désert, on arrive dans le désert de Gobi. Ça, c'est un endroit vraiment particulier parce que c'est 150 km à 360 degrés de rien. Il n'y a rien. T'es vraiment dans le désert et puis les températures vont vraiment d'un extrême à l'autre. Je vous fais entendre, elle a filmé une petite vidéo justement où elle est dans sa tente puis elle parle des conditions. Voilà. J'ai dû m'enlever pour aller aux toilettes. Je ne vais pas aller aux toilettes bien sûr, mais dans la tente. Et ici dans la tente, il fait... Voilà. -20.
Ouais, 19 exactement. On voit pas bien. Mais c'est pas très chaud. Et puis j'avais peur pour mes pieds parce que je les sentais plus. Donc je les ai pris dans mes mains pendant très longtemps pour les réchauffer. Donc là ils ont l'air d'aller. Et puis sinon je vais essayer de dormir. Je dors pas beaucoup là. Je sais pas quelle heure il est, mais il doit être minuit, un truc comme ça. Et puis j'espère que le soleil me réveille demain matin. Voilà. Bonne nuit. Donc, c'est incroyable parce que en fait, tu es dans un endroit où il fait 40 le jour, mais comme tu arrives dans le désert, le soir, le vent se lève, la fraîche arrive, puis il peut faire jusqu'à... Là, il fait moins 19 dans sa tente où il y a un réchaud. Donc, c'est incroyable l'exigence physique que ça demande d'être là-dedans. Il peut faire, comme je dis, 40 le jour, moins 20 la nuit. Elle raconte là-dedans, je l'ai noté, page 105 du livre, elle dit « Tous mes habits sont bruns de sable, le vent s'en est chargé, ma peau est sale, mes lèvres sèches, mes mains sont sales et rêches, elles sont si solides qu'on croirait celles d'un homme. Le Gobi est une zone vide, ou plutôt un endroit où la terre est dénuée. » Puis là, elle raconte, pendant le bout où elle est dans le désert, elle réfléchit un peu, puis elle nous raconte toutes sortes d'affaires à part d'une ancienne expédition qu'elle a faite avant, où elle dit en Australie, j'ai vraiment vécu la faim. Là. Dans un périple qu'elle a fait précédemment, elle dit j'ai été obligé de manger des serpents, des varans, des lapins, des oiseaux. Elle dit j'ai voulu vivre comme les aborigènes, ce qu'elle raconte un peu dans le documentaire du début, tels qu'ils ont vécu là depuis 60 000 ans. Dans le désert, il y a des loups. Ça, c'est quand même assez dangereux. Puis elle dit, ça c'est drôle parce qu'elle parle aussi beaucoup dans le livre de tout ce qui se passe avec la faune et la flore dans ces pays-là. Elle raconte qu'il y a beaucoup d'animaux en fait en Mongolie qui sont en voie de disparition, non pas à cause des Mongols, mais à cause des Chinois. Donc les Chinois, évidemment, comme ils font avec à peu près n'importe quoi, si tu leur dis que un animal ou le trou de balle d'un animal leur donne des propriétés aphrodisiaques, vous pouvez être sûr qu'ils vont les chasser et les manger. Ça a été le cas du pangolin, c'est le cas de n'importe quoi. Donc, eux autres chassent les loups parce que je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a d'aphrodisiaque là-dessus, mais ça le serait. Donc, elle dit, les Chinois sont responsables d'énormément d'extinction d'animaux juste en Mongolie par ce type de comportement-là, ce qui est assez particulier, on va se le dire. Le passage du désert de Gobi est particulier parce qu'elle va tenter de le faire 3 fois. La première fois, elle doit s'en aller parce qu'à un moment donné, elle a une infection aux dents. Et là, elle est amenée d'urgence. Il y a un avion qui est envoyé d'un village à côté, puis elle est amenée d'urgence au Japon. Puis là, c'est un traitement aux antibiotiques qui dure à peu près 6 semaines. Elle doit être évacuée de là. Après ça, elle est tentée d'y retourner pour finir ce passage-là. Mais quand elle part pour y retourner, on est rendu comme... Les 6 semaines a fait que c'était le début comme de la saison hivernale là-bas et puis la nuit, il fait tellement froid dans le désert qu'elle ne peut pas le faire. Donc, elle va commencer à faire une partie du trajet de la Chine pour finalement, après avoir fait la Chine, revenir au désert de Gobi parce que la température, comme je dis, peut atteindre moins 40 à cette partie-là de l'année. Donc, direction où? Direction la province de Sichuan en Chine. Elle raconte toutes sortes d'affaires assez particulières sur la Chine. C'est interdit d'avoir des cartes topographiques en Chine. Je comprends pas pourquoi, elle non plus, mais c'est interdit d'en avoir. Ça va prendre des mois pour traverser les montagnes, les petits villages de la Chine rurale, mais la marche, c'est sa passion, donc ça ne fait pas vraiment peur. Elle raconte toutes sortes de trucs, justement. C'est ça qui est intéressant dans ce genre de livre-là, c'est qu'on apprend tellement de choses sur comment les gens vivent là-bas, puis comment tu sais, on a tout le temps tendance à penser qu'un Chinois, c'est un Chinois, ou je sais pas, moi, un Indien, c'est un Indien. Mais elle explique que dans la province de Sichuan ou l'État de la Sichuan, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle là-bas, la distribution du territoire, mais il y a 56 minorités ethniques différentes qui vivent là. Leur langue, leur manière de faire sont tous différents, donc là, elle est complètement perdue. Elle dit la nourriture est difficile à trouver, moins pire un peu qu'en Mongolie, mais quand tu vas quelque part, là, tu ne sais jamais comment communiquer parce que même si tu as appris des mots en mandarin de base, il n'y a personne qui comprend trop parce qu'ils ont chacun leur dialecte dans ces petits endroits ruraux-là. Et là, elle raconte des moments où elle souffre de faim, là, à tel point qu'elle dit quand tu as tellement faim,
le cerveau compense et donne ce que l'estomac veut. Puis elle raconte halluciner des odeurs de bouffe comme les crêpes de sa mère ou ce genre de choses-là. Donc, même si elle n'a pas de carte, elle n'a pas de GPS, elle a fini un peu par s'orienter en demandant son chemin là, autant qu'elle peut, puis en suivant des routes. Donc, elle suit de manière parallèle des routes là, qui ont l'air d'amener qui ont l'air de traverser le pays. Elle dit la Mongolie, c'était spécial, mais la plupart des gens étaient quand même gentils, malgré qu'il y en a qui étaient des comportements particuliers. Mais elle dit en Chine rurale, c'est vraiment autre chose. Les gens veulent vous voler. Les enfants lui lancent des roches. Elle dit c'est sale, tout est pollué et sale. Puis là, elle explique comment les Chinois se comportent de manière étrange. À un moment donné, elle est dans un restaurant, puis l'interprète lui avait expliqué non, non, c'est normal dans cet endroit-là de la Chine pour signifier que le repas était bon. Quand tu te lèves, tu pars, tu craches sur le mur. Puis un bon raclage de gorge, là, plus c'est raclé, puis plus ça... Bref, j'espère que vous ne mangez pas encore une fois. Ça veut dire que c'était vraiment bon. Là. Donc, le Mongol, lui, ben, c'est culotte, pisse à terre, l'autre crache après le mur. Donc, c'est quand même assez particulier là, comme type de comportement. Comme je disais au début, j'ai coupé le bout sur la Sibérie, mais il y a un bon moment où elle traverse une partie de la Sibérie avant d'arriver en Mongolie. Puis elle parle aussi de la misère qu'il y a là-bas. Donc, elle va prendre l'avion, puis elle arrive à Irkutsk. Et là, une partie de la Sibérie a dit les gens là-bas sont poqués. On les appelle les oubliés du gouvernement parce que quand l'Union soviétique s'est effondrée, il y a comme tous ces gens-là sont laissés un peu de côté. Ben, elle disait partout, c'est plein de ruines de béton de l'époque soviétique. Elle dit, des fois, j'essaie d'aller dans un hôtel, les gens veulent pas que je sois là. Je demande des endroits pour me laver, les gens veulent pas me laisser rentrer. Donc, c'est pas le bout le plus, c'est pas le bout qu'elle aime le plus. Elle va traverser ensuite. J'accélère tout le reste parce que à un moment donné, je ne veux pas faire un podcast de 3 heures là-dessus. Là. Mais elle va faire un vol ensuite jusqu'à Button, au Laos. La traversée du Laos va se passer assez bien globalement, mais après 3 jours, elle attrape une solide fièvre et c'est la dengue. Donc, je ne sais pas exactement ce que c'est que la dengue, mais c'est une espèce de maladie virale là, qui ressemble un peu à la malaria. Donc, c'est assez particulier. Là, son médecin, malheureusement, elle a un téléphone satellite pour rejoindre un médecin. À ce moment-là, il n'est pas disponible ou je ne sais pas trop, il ne répond pas, il ne la rappelle pas. Puis, elle ne sait pas quoi faire. Puis, elle a des médicaments, mais elle ne veut pas prendre n'importe quoi non plus. Donc, elle endure la fièvre. Et là, après plusieurs jours de fièvre intense, ça finit par passer, heureusement pour elle. Elle va aussi au Laos se faire voler des affaires en pleine nuit. Donc, c'est assez particulier. Après le Laos va venir la Thaïlande. Donc, elle débute à Chiang Rai. Ça se termine à Ayutthaya. Elle dit la bouffe est bonne en Thaïlande, mais il y a juste un problème, c'est qu'à un moment donné, elle commence à pas filer. Elle est tout le temps malade, il y a tout le temps de quoi qui arrive. À un moment donné, elle appelle son amie et dit ah, mais j'ai vérifié, puis il y a une clinique médicale à telle place, vas-y. Donc, elle passe une prise de sang, enfin, il envoie ça au labo. Puis là, la médecin la rencontre après, elle dit qu'est-ce que vous avez mangé? Elle dit, je sais pas, là, j'ai mangé ce qu'on me donnait à telle place. Puis là, elle dit c'est pas grave ce que vous avez, il faut juste prendre des vermifuges. Elle dit des quoi? Elle dit des vermifuges. Donc, en fait, elle était en train elle était pleine de vers parce qu'elle avait mangé des trucs avec probablement des œufs de larves dedans. Donc, elle était remplie de vers. Donc, elle a dû prendre des vermifuges, se reposer dans un bout, puis après ça, elle a pu y aller. Elle va frôler la frontière avec la Birmanie quand elle est en Thaïlande. Donc, ça, elle dit c'est le bout le plus dangereux. Ils appellent ça la route 105. C'est là, il y a des pirates qui sont là, qui vont à un moment donné l'approcher. Mais il n'y a personne qui ne vole rien vraiment parce qu'elle n'a rien à voler. La Thaïlande se termine par le temple de Phu Cao Thong. Et c'est là qu'elle se dit enfin, j'ai traversé l'Asie à pied. Ça fait 2 ans. 2 ans passés à tirer sa charrette au travers des inconnus, des cultures plus ou moins austères et hostiles. Ça fait quand même du bien de retrouver des codes et un environnement qu'elle dit connaître. Donc, c'est ça que je vous disais, l'Australie, c'est là où elle se rend compte qu'elle dit « Je réalise que j'appartiens à l'ethnie caucasienne. » Donc, je réalise que, finalement, quand j'arrive dans un monde comme ça, je comprends les codes, je suis capable de m'exprimer, les gens savent qui je suis.
Il y a pas de problème. Donc, l'Australie, ça va être un assez long périple. Ça dure, je pense, un petit peu plus que 6 mois, la traverse de l'Australie. Et là, le problème, c'est qu'après 2 ans et demi de marche, ses jambes commencent à lui faire mal. La santé s'en va tranquillement. Puis là, il y a un médecin qui dit, garde, c'est pas compliqué, tu souffres de fatigue généralisée. Tu marches comme une folle depuis 2 ans et demi et tu manques énormément de nutriments, de vitamines, de tout ce que tu veux. Ça va vraiment pas ton affaire. Là, parce que là, des bouts, elle mange juste du riz. Elle se fait offrir de la viande, mais comme elle est végétarienne, elle n'en mange pas. En Mongolie, apparemment, ils ne poussent pas vraiment de légumes là-bas, ou en tout cas, pas grand-chose de mangeable. Donc, elle boit du thé, elle mange du gruau, puis elle mange du riz. Donc, c'est quand même pas énorme. Donc, le médecin, il dit, regarde, tu vas aller au marché qui est pas loin d'ici, puis tu vas prendre ce que tu as besoin. Donc, elle va devoir prendre des oméga 3, du magnésium, du fer, de la spiruline, de la vitamine C. Elle s'ajoute des mangues, du beurre d'amande, de l'avoine, des bananes. Euh, la liste, elle la donne dans le livre, la liste est assez longue. Elle va prendre une pause et de toute façon, sa mère vient le rejoindre quand elle arrive à Albany. Donc, elle passe un petit peu de temps avec sa mère. Il reste uniquement 300 km pour finir la route. Elle a rencontré dans le nord de l'Australie un genre de cow-boy avec qui elle l'appelle dans le livre l'homme au chapeau. Donc, c'est un gars qui commerce du bétail. Puis, bref, elle se lie un peu d'amitié avec elle. Et quand elle arrive dans le sud, il va la rejoindre pour l'amener de la nourriture. Puis, pour y offrir un logis là, dans des hôtels pour qu'elle puisse se reposer pour le dernier droit de son épopée, puis à ce moment-là, ses jambes la font énormément souffrir. À un moment donné, elle n'est plus capable de marcher, ben, qu'elle prend quelques jours de repos. Et là, finalement, elle arrive, après 3 ans de marche. C'est un objectif qu'elle s'était donné depuis le début, hein, elle avait ça en tête. Le but, c'était de retourner, parce que 20 ans auparavant, en fait, pas tout à fait 20 ans, mais au début des années 2000, elle était allée avec son chien qui est décédé depuis, était allé en Australie et elle s'était rendue jusqu'à un tout petit arbre, à un endroit bien précis, puis l'arbre était tout petit, puis elle dit, si je reviens un jour, je veux retourner à cet arbre-là où j'étais allé avec mon chien. Et puis finalement, à la fin de parcours, le photographe, sa mère, ses amis l'attendent là pour la fin du parcours où elle finit après 3 ans par arriver au petit arbre. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité. Et c'est comme ça que le livre se termine. Le livre, je l'ai trouvé fascinant. C'est rempli de réflexions aussi sur un peu le sens de la vie, un peu c'est toujours un peu la même chose. Hein? C'est une leçon de détermination quand même assez incroyable. C'est surtout rempli d'anecdotes sur différentes cultures, que ce soit en Thaïlande, que ce soit au Laos, que ce soit en Mongolie. Le premier passage du livre me fascinait. Il y a aussi des photos quand même assez incroyables, même des images du désert de Gobi où elle se lève un matin, il y a des chameaux, il y a toutes sortes c'est assez... c'est assez particulier, puis c'est incroyable de voir comment tu pars d'un endroit où il fait justement t'es 40 degrés le jour, puis il y a moins 40 la nuit. C'est assez particulier. Une chose qui est sûre, je vais sûrement lire un autre livre d'elle un jour. Puis si jamais je trouve que ça vaut la peine, je vous en parlerai à ce moment-là.